Qu'est-ce qui se passe, les gars? Dayton Weber ici. C'est une source d'inspiration pour tellement de gens. Un quadruple amputé devenu joueur professionnel de cornhole, qui n'a pas laissé un handicap physique l'empêcher de vivre pleinement. Tim Corner serait dans une berline blanche. Un homme a été blessé à la tête par balle, un autre en chemise rouge. Mais maintenant, il est accusé d'un meurtre brutal. Selon les adjoints du shérif, que s'est-il passé dans sa voiture pour transformer ce conférencier motivateur en meurtrier présumé? Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous, je veux vous parler rapidement d'une application très utile. Upside. Elle vous fait récupérer de l'argent sur l'essence, les courses et les plats à emporter. Voici ce que vous devez faire. Téléchargez gratuitement Upside et sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente. Vous payez normalement avec votre carte, vérifiez l'achat et récupérez de l'argent. Donc, j'ai utilisé Upside, que ce soit pour faire le plein d'essence ou pour commander à emporter. Je regarde sur l'application, je trouve une offre sur Upside. Ensuite, après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application et je le transfère directement sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Pour recevoir votre cashback, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code, puis utilisez le code promo OTC pour un bonus de 25 centimes par gallon lors de votre premier plein. Cette histoire a un titre qui va vous surprendre. Un joueur professionnel de cornhole quadruple amputé est accusé d'avoir tiré et tué un ami qui se trouvait avec lui dans une voiture. Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'arme mon arbalète. Voici Dayton Weber. Il a 27 ans et il vient du comté de Charles, dans le Maryland, une région située au sud de Washington, D.C. Au moment où nous enregistrons ceci, Dayton est en train d'être transféré dans son état d'origine après avoir été arrêté en Virginie. Les autorités déclarent qu'il a abattu un homme qui se trouvait dans son SUV, puis abandonné le corps au bord de la route avant de fuir. Quelqu'un a été abattu pour t'aider sur 2236. Écoutez, c'est choquant ce que les adjoints du shérif reprochent à Weber alors qu'il conduisait avec 3 passagers. Non seulement le crime, mais aussi les conséquences présumées qui ont conduit à une chasse à l'homme à travers les frontières de l'État. Mais avant de parler du crime, nous devons parler de Dayton Weber, qui est cette personne et ce qui a rendu son histoire si inspirante pour tant de gens, du moins avant ce que les adjoints disent s'être passé samedi soir. Vous regardez ici une vidéo de Weber participant à une compétition de cornhole. Il a publié cela sur son TikTok. Donc Weber était un professionnel dans ce sport ou cette activité que beaucoup d'entre nous pratiquent lors des fêtes d'avant-match et des barbecues. Il jouait au cornhole en se propulsant vers l'avant avec un sac pour le lancer. Il n'a pas de bras et il n'a pas de jambes, mais il était vraiment très bon au cornhole. En fait, selon ESPN, en 2020, Weber a été nommé meilleur joueur de cornhole de tout le Maryland. Cela inclut tous les joueurs de l'État, pas seulement les personnes en situation de handicap. En 2023, ESPN a même consacré un reportage de 6 minutes à Dayton. Dans ce reportage, la famille de Dayton raconte qu'à 10 mois, il a eu une infection bactérienne provoquant une septicémie qui a failli lui coûter la vie. Mais pour tenter de lui sauver la vie, ils ont dû lui amputer les bras et les jambes. Tu préfères un peu plus cette deuxième prise, n'est-ce pas? Ce qui rend le parcours de vie de Dayton si spécial, c'est que Dayton a continué à vivre sa vie comme n'importe qui. En fait, il fait probablement plus de choses que beaucoup de gens. C'est un passionné de plein air. Il publiait fréquemment des vidéos sur les réseaux sociaux, le montrant chasser avec arc et fusil. Et le voici avec un fusil attaché dans le dos, grimpant dans un mirador pendant qu'il chasse. Mais c'est vraiment grâce au jeu de cornhole que Dayton a fait parler de lui dans tout le pays. Il a déclaré à ESPN qu'il participait à des dizaines de tournois chaque mois. Et puis en 2023, il a décroché une place dans la cour des grands, la Ligue américaine de cornhole. C'est comme la ligue majeure pour ceux qui lancent des sacs. Dayton a dit que sa devise dans la vie était «Le monde n'attendra pas». Mais ce sourire éclatant a désormais laissé place à un rictus sur sa photo d'identité judiciaire. Et c'est glaçant quand on pense à ce dont il est accusé, que ce soit l'expression faciale qu'il affiche devant la caméra.
Certains ont été touchés pour 2 d'un 2236. Je ne suis pas qualifié, mais il semble qu'ils soient dans un véhicule ensanglanté, peut-être après un CRMC. J'essaie toujours de l'évincer. Alors, détaillons ce dont Dayton est accusé. Il conduisait une voiture, son propre SUV. Il conduisait. Il y avait 3 personnes à l'intérieur. Ils traversèrent le comté de Charles, dans le Maryland, et la police a été interpellée vers 22h30 samedi soir par 2 personnes sur le bord de la route qui ont dit qu'elles étaient dans ce véhicule conduit par Weber. Les adjoints du shérif disent que Weber s'est disputé avec la personne assise à l'avant, côté passager. 104 devrait être une berline blanche. Un homme a reçu une balle dans la tête. Deuxième individu masculin, chemise rouge. Les adjoints du shérif sont arrêtés par 2 personnes au bord de la route. Et ils racontent dans cette histoire incroyable, terrifiante, de ce que Weber aurait fait à l'intérieur du véhicule, tirant sur la personne assise à l'avant à cause d'une dispute. Mais le problème à ce moment-là, c'est que les adjoints n'avaient pas Weber, ils n'avaient pas le SUV et ils n'avaient pas non plus de corps. Environ 2 heures plus tard, un appel au 911 est arrivé d'une personne disant qu'un corps avait été déposé dans son jardin, à seulement 10 minutes en voiture de l'endroit où ces 2 personnes avaient fait signe aux adjoints. Ce corps était celui d'un homme de 27 ans que les adjoints ont identifié comme Bradrick Michael Wells. Il était mort. Avant de revenir sur cette affaire, j'ai une grande nouvelle. Nous avons lancé notre application de streaming Law and Crime. Vous allez l'adorer. Regardez. Sors de la foule, d'accord? Ceci est Law and Crime. Accès sans publicité à la demande à nos séries à succès et accès exclusif à nos dossiers d'affaires. Voyez-vous son cerveau sur la triste loi? Appel au 911 Je n'étais pas ma femme et mon enfant pour mal commencer. et les preuves qu'il ne vous montre pas à la télévision. Rejoignez la communauté et suivez les dernières actualités. Regardez maintenant sur Crime Plus. Très bien, faites-moi confiance, nous avons beaucoup de choses intéressantes en préparation que vous ne voulez surtout pas manquer. Rendez-vous sur Law and Crime dès aujourd'hui. Profitez d'une offre limitée à seulement 3,99 € par mois ou 40,99 € par an. Très bien, revenons à l'histoire. Maintenant, avant de revenir sur la façon dont les adjoints ont retrouvé Weber, nous devons parler de cette vidéo. Car depuis que cette histoire a éclaté, cette vidéo que Weber a publiée sur sa page YouTube attire beaucoup d'attention. On y voit Weber charger et tirer avec un pistolet de 9 mm, malgré le fait qu'il n'ait pas de main. Samedi soir, les témoins qui ont fait signe aux adjoints du shérif ont affirmé qu'ils avaient pu sortir de la Tesla de Weber lorsqu'il s'est arrêté sur le bord de la route après avoir prétendument tiré sur Wells. Weber aurait demandé aux 2 passagers de l'aider à se débarrasser du corps de Wells, ce qu'ils disent avoir refusé. Ensuite, après qu'il soit dit aux sorties de la voiture, Weber est parti à toute vitesse et aurait abandonné le corps plus loin dans la rue. Après cela, Weber a disparu. Dayton Weber se déplace sans direction précise. J'adore cette zone. Finalement, Weber a été retrouvé à Charlottesville, en Virginie, à plus de 160 km, soit environ 2 heures et demie de route du comté de Charles, Maryland. Les adjoints du shérif affirment que Weber a été arrêté dans un hôpital en Virginie où il recevait des soins médicaux. Voici la photo judiciaire prise par les autorités de Virginie. Weber a été arrêté et inculpé en tant que fugitif de la justice en Virginie. Il devrait être renvoyé dans le Maryland où il sera inculpé de meurtre au premier degré, de meurtre au second degré et d'autres chefs d'accusation connexes, selon le shérif du comté de Charles. Maintenant, les adjoints du shérif disent que Weber et les 3 personnes qui étaient dans sa voiture se connaissaient en tous. On ne sait pas encore quelle est la version de Dayton. Et bien sûr, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, cette affaire, en raison de l'identité de Dayton Weber et de son handicap, a soulevé beaucoup de questions sur la façon dont tout cela s'est passé. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous avons trouvé cette publication Facebook. Elle vient d'un ami de Dayton. Je pense que ce texte mérite vraiment d'être lu car elle soulève des questions que vous avez peut-être eues en découvrant cette histoire sur vos réseaux sociaux. Cette publication déclare: essayons de donner un sens à cette situation et écoutez-moi bien. Comment une personne amputée des 4 membres peut-elle conduire, tirer, déposer quelqu'un devant chez lui avec 2 passagers à l'arrière
sans aucune aide. Combien de temps a-t-il essayé d'accéder à cette arme à feu avant qu'elle ne fasse feu? Combien de temps les autres personnes l'ont-elles regardé prendre l'arme et viser? Pourquoi les deux témoins à l'arrière n'ont-ils rien fait pour l'empêcher? Même s'ils étaient à l'arrêt et que cela s'est produit, il faut quand même du temps pour qu'une personne sans bras ni jambes fasse tout cela sans que personne ne l'arrête. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne colle pas. Aucune excuse pour les événements survenus. Et je ne cherche pas à défendre qui que ce soit, mais aidez-moi à comprendre la situation. Je suis désolé pour la perte subie par la famille et les amis. Et personne ne mérite de perdre la vie, quelle que soit la situation. Ce message n'a pas pour but de lancer une dispute. Et ce n'est pas parce que je suis sans cœur, mais s'il vous plaît, aidez-moi simplement à comprendre cela. Lisa Miller, détective à la retraite et ancienne enquêtrice en chef, nous rejoint pour discuter de cette affaire. Ravi de vous accueillir sur Law and Crime. Je pense que beaucoup de gens, en entendant cette histoire, restent d'abord stupéfaits en lisant le titre, simplement en essayant de comprendre cette partie-là. Mais ensuite, je pense qu'essayer d'imaginer comment cela est possible, honnêtement, c'est difficile, tout comme nous savons qu'il a surmonté beaucoup d'épreuves dans sa vie. On le voit toujours, Will. Parler de la vidéo YouTube où il tire avec une arme à feu, on se demande encore comment cela peut se passer à l'intérieur de ce véhicule, soi-disant en tenant compte des handicaps que cet homme a. D'accord. Donc, j'ai lu les accusations et ce gros titre qui nous a tous surpris, qui a littéralement secoué les réseaux sociaux hier. Alors, j'ai tout de suite pensé aux dispositifs adaptés en me disant, d'accord, je sais qu'il existe des dispositifs adaptés pour aider les personnes à conduire des véhicules. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il existe aussi des dispositifs adaptés pour tirer avec une arme à feu. Et puis j'ai vu certaines des vidéos et ça a aussi un peu changé ma perspective. D'accord. Et quand tu y penses, tu sais, d'abord, parlons juste de lui parce que tu vois la vidéo où il grimpe dans un mirador, tu sais, il a un fusil dans le dos, c'est un chasseur, et franchement, c'est très impressionnant. Le terme impressionnant est difficile à employer ici, vu les accusations portées contre lui. Mais ensuite, dans la vidéo, et je ne crois pas que les forces de l'ordre aient été claires sur le type d'arme qui aurait été utilisé dans cette affaire, soi-disant, mais on voit la vidéo où il tire avec un 9 mm. Je sais qu'on en parlait avant, mais gérer le recul, c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Car dans les films, on ne montre généralement pas ce recul. Mais c'est quelque chose de réel, même avec un 9 mm. Qu'est-ce que tu en as retenu en regardant cette vidéo où il tire avec une arme à feu? J'étais plutôt étonnée pour être honnête avec toi. Je veux dire, il utilise ce qui lui reste de ses bras, il charge le chargeur, puis il se retourne, il prend l'arme à feu et la pointe vers la cible, on suppose, tu sais, celle qu'il regardait, puis il tire. Non, un 9 mm n'a pas autant de recul que certaines autres armes à feu. Mais pour qu'il ait la force de tenir ça et d'empêcher le recul sans perdre, tu sais, sa prise dessus et ensuite tirer une autre balle. On ne voit pas la cible au bout du champ de tir, donc on ignore à quoi ressemble son groupement ni ce qu'il visait. Je suppose qu'il aurait dû se décaler un peu de cette cible, mais ensuite je vois la vidéo de lui en train de grimper sur ce mirador de chasse et la force qu'il a, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il a surmonté dans sa vie et la résilience dont il fait preuve. Et je pense que pour moi, cela rend cette affaire encore plus tragique. Quelqu'un avec autant de détermination, de courage, je veux dire, affronter chaque jour depuis l'enfance, cela demande un niveau de courage dont je pense qu'on ne parle pas assez quand on vit avec un handicap aussi important que le sien. C'est incroyable. Pour moi, c'est l'une de ces choses. En voyant ses réseaux sociaux, il affiche ce sourire irrésistible. ESPN lui consacre un grand reportage. Tu vois la photo d'identité judiciaire? Il sourit légèrement, ce qui peut être très subjectif et difficile à interpréter. Tu sais, hein, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux vraiment relier ça au fait de l'affaire à l'avenir, mais c'était un moment assez glaçant. Si tu es le détective chargé de monter ce dossier et que tu essaies de comprendre comment, une personne qui conduit n'a ni bras ni jambes, ou du moins a une grande partie de ses membres amputés. Et puis il y a 3 personnes dans le véhicule, un coup de feu est tiré. La personne assise côté passager à l'avant est morte. Et puis la personne qui est amputée des 4 membres est également accusée d'avoir abandonné le corps et pris la fuite au volant. En tant que détective, par où commenceriez-vous même pour reconstituer cette affaire?
Vous savez, je veux savoir ce qui s'est passé dans cette voiture. D'après ce que j'ai compris, la personne décédée était passagère à l'avant. Ils ont pris à bord les 2 passagers à l'arrière. C'est ce que j'ai compris en lisant certains reportages de la presse locale. Et je veux savoir auprès de ces 2 témoins à l'arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait une bagarre? Quel était le comportement des 2, l'accusé et la victime? Quand ils sont montés dans la voiture, est-ce que la situation s'est aggravée? Vous savez, un meurtre survient souvent lorsqu'on assiste à une montée de la rage et de la colère. Est-ce qu'il y avait un problème profond entre ces 2-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu seulement ce jour-là? Et ensuite, je voudrais poser quelques questions parce que je comprends que ce monsieur utilisait parfois des aides techniques. Portait-il des jambes prothétiques? Avait-il utilisé un fauteuil roulant ce jour-là? Utilisait-il parfois des bras prothétiques? Que se passait-il alors? Quelles aides techniques utilisait-il s'il en utilisait? Et ensuite, je voudrais connaître quelques détails supplémentaires. Où était l'arme? D'où a-t-il sorti l'arme? Et ensuite, les actions exactes qui se sont produites et ce qui a été dit immédiatement après. Et c'est ça aussi, parce que même si tu regardes la vidéo sur YouTube et qu'il sait comment utiliser une arme à feu, tu sais, en tant que chasseur, tu regardes ses réseaux sociaux, c'est un grand défenseur du deuxième amendement. Donc il sait manier les armes à feu. Mais tu sais, c'est différent d'être sur un stand de tir ou dans un environnement contrôlé et ensuite de se retrouver dans une dispute animée. À l'intérieur d'un véhicule, un SUV. Et le fait qu'il ait cette arme et ensuite, soi-disant, a tiré sur la personne assise à côté de lui. Et puis tout le reste éclate. Comment construis-tu cette partie de l'affaire si tu es le détective chargé de l'enquête? Eh bien, ça va être un peu difficile parce que tu vas devoir poser des questions difficiles, mais ça fait partie du travail. Je sais que dans notre formation, une partie de la formation des agents des forces de l'ordre portait sur la rétention de l'arme de poing. Dans ces combats rapprochés, très rapprochés, dans lesquels nous nous retrouvions parfois si quelqu'un nous attaquait, nous étions très bien formés à la rétention de cette arme de poing. Si l'arme de poing est dans l'étui, comment la retenir? Si nous avons sorti une arme de poing pour une raison, comment la retenir si le combat devient rapproché? Alors vous voulez poser les questions difficiles. Où l'avait-il? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que c'était soudain? Étiez-vous choqué? Quel était votre état d'esprit pendant que cela se produisait? Et cela pourrait être aussi simple que les 2 personnes à l'arrière étaient simplement stupéfaites et n'auraient jamais pensé que leur ami. Les rapports indiquent que les 4 personnes dans le véhicule se connaissaient, ajoutant une dimension à cette tragédie. Peut-être qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur pote, ce champion professionnel, serait capable de faire une chose pareille. Combien de fois entend-on? Je n'aurais jamais cru que mon voisin était capable de ça. Je n'aurais jamais cru que mon ami était capable de ça. Donc, j'essaye de me mettre dans leur état d'esprit et de comprendre ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Et ça peut être aussi simple que ça. Peut-être qu'ils étaient simplement sous le choc. Je veux dire, regardez la situation. Ils viennent de voir leur ami tuer un autre de leurs amis juste devant eux. Donc, il va forcément y avoir un certain niveau de choc. Mais à quoi pensaient-ils dans les secondes qui ont précédé les coups de feu? Parce que je pense aussi à Weber, finalement arrêté à Charlottesville, en Virginie, à environ 2 heures et demie de route et plus de 160 km au sud de là où tout cela s'est passé. Il est à l'hôpital pour une raison qui n'a pas encore été révélée, mais il s'est enfui. Vous savez, on ne connaît pas encore sa version des faits, mais c'est quelqu'un qui n'est pas simplement parti au bout de la rue, qui n'est pas allé au commissariat. Il est allé loin. Lorsqu'il faut constituer un dossier, vous cherchez à comprendre. 3 personnes étaient dans la voiture, l'une est morte, les 2 autres l'accusent d'être celui qui a tiré. Le fait qu'il se soit enfui, soi-disant, qu'est-ce que cela signifie, vous voyez? Comment cela influence-t-il la façon dont vous percevez les protagonistes de cette histoire? Oh, cela concerne son état d'esprit. Ce réflexe de fuite montre une conscience de culpabilité. Donc le procureur, lui, il regarde déjà cette affaire en se disant « Eh bien, j'ai 2 témoins oculaires de ce meurtre. Combien de fois cela arrive-t-il? Pas si souvent que ça. 2 témoins oculaires qui ont déjà fait signe à la police et fait leur première déclaration. Vous savez, d'après tout ce qu'on raconte, il semble qu'ils étaient un peu paniqués. Et au moins, ils ont dit non à cet homme. Ils n'ont pas aidé à déplacer le corps. Vous avez un titre qui nous a tous choqués. Mais maintenant, ce procureur a aussi cette vidéo de lui en train de tirer avec des armes, y compris un pistolet.
Donc le procureur, et vous avez les images. Donc le procureur se dit, ah, c'est une bonne chose. Vraiment, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est quel type de défense cet homme va présenter ou ses avocats de la défense, qu'ils soient payés ou commis d'office, vont-ils présenter pour lui? Parce qu'il a une lourde charge en ce moment si les informations sont exactes. D'accord. Et vous savez, je repense à la partie réseaux sociaux de tout ça, parce que vous savez, ce titre donne envie de dire quoi? On constate sa force, que ce soit en montant sur l'estrade ou en maniant une arme à feu. Et puis ah oui, ça commence à avoir du sens qu'il puisse être capable de s'arrêter sur le bord de la route, de sortir un corps et de repartir, qu'il puisse à ce moment-là prendre une arme à feu. Vous savez, on ne sait pas si cette arme était, vous savez, juste à côté de lui, si elle était déjà chargée, peu importe. Et il est capable, soi-disant, de tirer sur cette personne. Quelle expérience un détective a-t-il vraiment dans ce type de situation? Quel impact cela peut-il avoir? Comme lors de la reconstitution d'une affaire. Par exemple, quelle expérience avez-vous lorsqu'il s'agit d'une personne en situation de handicap qui fait quelque chose comme ça? Et comment cela pourrait-il influencer les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé? Ou est-ce que cela a vraiment de l'importance dans tout ça? Et est-ce que l'aspect du handicap, c'est presque juste le titre qui attire l'attention des gens? Vous savez, je pense que c'est plutôt le titre. Évidemment, il faut en tenir compte. Mais si vous y réfléchissez une minute, vous êtes dans un véhicule. Et d'après ce que j'ai compris, c'était un SUV Tesla, d'après certains reportages. Vous avez une personne décédée sur le siège à côté de vous. Nous savons déjà que ce jeune homme a pas mal de force. Donc, il ne faut pas énormément de force pour se pencher au-dessus de la console et pousser une personne décédée hors du véhicule. Vous savez, il saute dehors, fait le tour, ouvre la porte, pousse, attrape le bras et tire. Cependant, je ne pense pas que cette partie de l'histoire soit si compliquée. Les détectives devront y aller. Je ne pense pas que la plupart des détectives aient beaucoup d'expérience pour travailler avec quelqu'un comme ça. Aussi lourdement handicapé que ce jeune homme, certes, mais cela reste un meurtre et relève du comportement humain, et les détectives le savent. Alors, une fois qu'ils auront compris ce qui s'est exactement passé dans cette voiture, était-ce un problème sous-jacent qui est ressorti? Était-ce la jalousie? Était-ce autre chose? Ou est-ce qu'il s'est simplement mis en colère pendant une dispute et qu'il a perdu son sang-froid au point d'appuyer sur la gâchette? Et ça, c'est la base du comportement humain quand on enquête sur un meurtre. Oui, c'est certain. Tu sais, moi, je pense aussi aux deux témoins dans cette affaire. Et de leur point de vue, ça a l'air terrifiant, non? Et ce sont soit des connaissances, peut-être des amis. On ne connaît pas les détails de leur relation. Comment être sûr qu'ils disent la vérité sur les faits? Deux personnes affirment en avoir été témoins, et ce seraient, à notre connaissance, les seuls témoins. Une recherche sur Google Maps montre qu'il n'y a probablement pas de caméra de surveillance à cet endroit, donc ce sera leur parole contre la sienne. Alors comment s'assurer que ce sont eux qui disent la vérité? Eh bien, encore une fois, vous savez, ces deux personnes ont été témoins de quelque chose de terrifiant et d'horrible. Mais c'est le travail du détective de poser les questions difficiles. Maintenant, je ne sais pas si l'accusé dans cette affaire, s'il a fait des déclarations initiales lorsqu'il a été arrêté. Mais s'il l'a fait, si ces déclarations allaient à l'encontre des intérêts des deux témoins, évidemment, vous allez retourner leur parler et les confronter à ces déclarations divergentes. Vous allez les faire venir et tenter de comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, vous allez commencer à explorer ce cercle d'amis et parler à ces différentes personnes, vous savez, les partenaires, les membres de la famille, d'autres amis. Découvrir la dynamique non seulement entre la victime et le suspect, mais entre les 4 personnes qui se trouvaient dans la voiture. Et il est même possible qu'ils leur fassent passer un test pour vérifier la véracité de leur déclaration pour voir s'ils le réussissent. Je ne sais pas ce que cette juridiction utilise dans ce genre de cas, mais c'est aussi une possibilité ici, juste pour s'assurer et essayer de mettre ces gars-là hors de cause. Oui, parce que c'est, vous savez, juste cette histoire. Et au moment où nous enregistrons ceci, Weber va être renvoyé de Virginie au Maryland, où il va faire face à des accusations très graves. Je sais que chaque État diffère quant à la manière dont une personne est inculpée, mais il semble qu'il sera poursuivi pour meurtre au premier et au second degré. Je sais que tu es au Colorado, mais comment quelqu'un peut-il faire face à 2 chefs d'accusation pour le meurtre d'une seule personne? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, le meurtre au premier degré, ils vont essayer de prouver qu'il y a eu préméditation.
Abordons d'abord ce point, la préméditation. Tout le monde pense qu'il faut s'asseoir et élaborer un plan complexe. Mais la préméditation, ici au Colorado, peut ne durer que quelques secondes. Juste le fait de prendre la décision de saisir son arme là où cet individu la gardait dans la voiture. Vous savez, ce processus de réflexion, je vais prendre mon arme, je vais tenir cette arme, je vais la pointer sur lui, et s'il y a eu des menaces. Donc, cela peut concerner la partie préméditation. Mais le meurtre au second degré peut être inclus comme chef d'accusation moindre. C'est comme ça qu'on fait ici au Colorado. Donc la préméditation n'est pas si difficile à prouver devant le tribunal, mais disons que ce crime est survenu à la suite d'une dispute qui a simplement dégénéré, qui est devenue, vous savez, de plus en plus intense alors qu'il continuait à rouler. L'aspect émotionnel accompagne souvent ce que nous voyons dans ces accusations de meurtre au second degré. Donc, si un jury, ou si plus tard les procureurs, alors que les détectives travaillent et leur fournissent plus de preuves, ne voient pas assez d'éléments pour retenir un meurtre au premier degré avec préméditation et perçoivent davantage une réaction émotionnelle, ils pourraient envisager d'abandonner l'accusation de meurtre au premier degré au profit de celle au second degré. Cela offre aussi au jury une marge de manœuvre selon les éléments présentés plus tard au tribunal si l'affaire est jugée. Oui, et nous verrons ce qui se passera ensuite. Apparemment, tout cela découle d'une sorte de dispute houleuse présumée à l'intérieur de la voiture. Et pourquoi cela a-t-il dégénéré, d'après ce que disent les adjointes du shérif? Lisa Miller, détective à la retraite et ex-enquêtrice en chef. Ravi de vous recevoir sur Law and Crime, merci d'être là. Merci Chris. C'est tout pour l'émission On the Case présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre podcast sur Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.